Maintenant, je vais parler du lien démocratique. Maintenir ces liens avec la société qu'on a quittée, nouer des liens dans la société au sein de laquelle on s'installe, ce ne sont pas choses faciles. Les nouvelles expériences que l'on fait s'évaluent à l'échelle des anciennes. On a emmené avec soi non seulement ses habitudes vestimentaires, culinaires ou autres, mais aussi sa façon de communiquer avec autrui, sa façon d'interpréter ce qui se fait et se dit. Le nouvel environnement est perçu à l'ancienne. On se repère à l'aide des repères d'avant. Une étudiante chinoise qui se promenait avec ma famille dans un bois danois me demanda, inquiète, s'il y avait des tigres dans ce lieu. Elle avait été élevée dans la peur des tigres et de l'eau non bouillie. Et d'ailleurs, elle ne boit toujours pas d'eau du robinet sans la faire passer par l'état d'ébullition. On peut dire que chat échaudé craint l'eau froide. Pareillement, comme ce n'est pas dans tous les pays que la police est digne de confiance et non corrompue, nombreux seront les immigrés qui auront du mal à avoir confiance dans les autorités sociales de leur nouveau pays. C'est pourquoi, en plus de l'aide pratique, il convient de faire en sorte que le nouveau venu puisse identifier les différents types de liens qu'il peut nouer dans la nouvelle société qu'il accueille. Il est ainsi de la première importance que les systèmes d'aide à l'insertion soient clairement perçus comme l'expression du fait que la société d'accueil se veut démocratique et donc une société où chacun peut trouver sa place, où l'arbitraire est combattu, où la corruption n'est pas la règle mais l'exception qui doit être absolument dénoncée. Dans ce cadre, les travailleurs sociaux jouent un rôle important puisqu'ils représentent officiellement la société, puisque le fait même qu'ils exercent est l'expression des valeurs démocratiques. Plus les travailleurs sociaux préposés à l'intégration sont conscients de ce qu'ils représentent, mieux ils connaissent le cadre politique, social, symbolique à l'intérieur duquel ils sont censés intervenir, mieux ils peuvent aider les nouveaux venus à comprendre ce qu'il est vraiment essentiel de comprendre pour vraiment être intégrés dans une société démocratique. Il convient de s'assurer que les travailleurs sociaux soient bien conscients de leur rôle en tant que représentants des valeurs politiques et sociales de la société qui a mis en place le système d'aide à l'intégration. Il convient de s'assurer que les immigrants ressentent bien le rôle des travailleurs sociaux, rôle qui ne se borne pas à l'aspect pratique des choses et qui est l'expression pratique d'un système de valeurs morales et politiques. D'une manière ou d'une autre, il convient de rendre perceptible que la société est ainsi faite, que l'intégration est prise en considération non seulement au niveau individuel et du voisinage, mais au niveau de la société tout entière telle qu'elle s'exprime dans ses institutions et ses lois. Il convient aussi de faciliter une compréhension du pourquoi il en est ainsi. Bien que les comportements individuels et les opinions privées gardent toute leur importance sociale et puissent faire la différence, quand il s'agit d'aider autrui notamment, le travail social se distingue néanmoins radicalement de la charité chrétienne et du comportement du bon samaritain. La qualité du travail social serait considérablement amoindrie si l'on pouvait avoir l'impression que les travailleurs sociaux opèrent en tant que personnes privées, si le travail social n'était pas utilisé justement pour mettre en valeur les principes démocratiques, si le travail social ne mettait pas en lumière la nature du lien qui relie les citoyens à leur société, cela nuirait tout autant à l'efficacité des processus d'intégration des immigrés spécifiques qu'à la qualité du lien social démocratique en général. Qu'est-ce qui caractérise donc le lien social dans une société démocratique? Qu'est-ce qui tient la société ensemble dans une démocratie? Chacun vaque à ses occupations. Chacun est porteur de ses intérêts particuliers et diffuse ses opinions personnelles. Comment peut-on alors mettre en évidence quelque chose de commun dans ce fouillis? Qu'est-ce qui relie? Quelle est la nature du lien? Autrement dit, quel est non pas le noyau, mais la texture de la démocratie? Comment peut-on aider les immigrés en provenance des sociétés plus traditionnelles à voir ce fil invisible et à s'y accrocher? Comment peut-on leur montrer que dans ce fouillis se cache un principe organisateur de nature politique? Comment leur faire comprendre qu'il existe un consensus minimum qu'il convient de respecter? Tout cela n'est pas évident. Les immigrés sont confrontés à tant d'exigences nouvelles et à tant d'arguments contradictoires. Comment voir que l'expression de multiples intérêts contradictoires n'est pas incompatible avec la nature même du lien social dans une société démocratique? On peut commencer en s'appuyant sur l'histoire de la philosophie politique. On peut commencer par mettre en évidence comment, au sein même de la question de l'intégration au niveau global,
autrement dit au niveau de la question de la cohésion sociale en général, des réponses sont déjà données aux questions de l'intégration spécifique, c'est-à-dire en ce qui concerne la façon d'intégrer des personnes non familiarisées à la société démocratique. Dans la première partie de cet exposé, sur les raisons pour lesquelles il convient d'entretenir le lien social par le biais du travail social d'intégration, je tenterai de mettre en évidence la texture du lien social. Dans la deuxième partie, je tenterai d'expliquer pourquoi, dans une démocratie, il convient de tolérer l'opposition antidémocratique et de présenter le type de dialogue le plus approprié à l'entretien de la texture démocratique. Donc, pour commencer, à propos de la texture du lien social dans la société démocratique. Ce qui caractérise la société démocratique, ce n'est pas que chaque individu dispose du droit de vote. C'est que la société est auto-instituée et auto-instituante. Autrement dit, la société ne reconnaît pas d'autre forme de légitimité que la sienne. On ne peut pas renvoyer à des formes transcendantes de légitimité. La société démocratique ne reconnaît ni l'autorité d'un Dieu, ni celle de ses représentants. Elle ne reconnaît pas plus l'autorité de la tradition en tant que tradition. La société démocratique se fonde uniquement sur la volonté de ses membres. Vivre ensemble dans une société démocratique, ce n'est pas appartenir à une même église, ce n'est pas avoir le même roi, c'est être concitoyen. Comment peut-on entretenir, renforcer, renouveler ou améliorer le lien social dans une société où la liberté individuelle et la souveraineté sont fondamentales, c'est-à-dire dans une société où ce n'est plus la tradition et la religion qui rassemblent et où le principe de légitimité doit être trouvé dans le droit d'intervention de chacun sur les choix présents et les visées d'avenir de la communauté dont il est membre. Comment cela est-il possible ? Cette question intrigue plusieurs générations de politologues et de sociologues depuis plusieurs siècles. Le lien social qui relie les membres d'une communauté moderne est fondamentalement différent de celui qui relie les membres d'une société traditionnelle. Le divin n'occupe plus le centre du social. La référence à la transcendance n'est plus obligatoire. À l'évidence, on y parle encore du divin, et on y trouve toujours des églises. Il n'en reste pas moins que ce qui fonde la communauté n'a plus à être cherché en dehors de la société, mais bien à l'intérieur d'elle-même. Le principe directeur de la façon dont les hommes vivent ensemble, dans une société démocratique, n'est plus présenté comme étant transcendantal. Il ne doit plus être révélé comme provenant de l'extérieur de la société, mais émerger des interactions sociales elles-mêmes. Puisque les hommes pensent être les instigateurs de leur propre loi, il leur devient possible de contester toute loi. Ils peuvent faire valoir leur propre point de vue et leur propre intérêt dans un débat social où chacun est égal devant la loi. Il n'est plus aussi facile de justifier les différences sociales par la divine providence. Un lien social construit sur un idéal d'égalité de chacun et de liberté pour tous engage la communauté qui se doit de faire jouer au mieux la diversité des statuts et des rôles au profit de cet idéal, afin que la liberté et l'égalité ne restent pas des revendications formelles, ne restent pas à l'état de souhait, à l'état d'idéal, mais s'incarnent réellement dans les relations sociales, deviennent quelque chose de concret pour chacun. Au niveau pratique, le mouvement ouvrier a bien agi dans ce sens depuis la moitié du XIXe siècle, et l'élaboration de l'État-providence, au milieu du XXe siècle, témoigne aussi d'un changement fondamental dans la façon dont les membres d'une société s'unissent entre eux. Au niveau théorique, les sociologues classiques ont fait remarquer dès la fin du XIXe siècle que la solidarité au sein de la société ne reposait plus sur la similitude et l'homogénéité, mais sur leur contraire. Au fur et à mesure du développement de la société industrielle et démocratique, se manifeste une plus grande différenciation entre les métiers. On passe, nous dit Durkheim, d'une solidarité mécanique, où la plupart des individus ayant les mêmes compétences et les mêmes croyances sont interchangeables dans le cadre de leur occupation,
à une solidarité organique où, du fait d'une diversification croissante des métiers, chacun devient plus dépendant du travail d'autrui, où la fonction de chacun devient plus complémentaire de celle des autres. Les compétences et les points de vue se diversifient, il s'agit bien moins d'avoir une croyance commune, mais bien plus d'avoir un projet commun pour la réalisation duquel différentes compétences, aptitudes, qualifications, conceptions, points de vue, intérêts et passions peuvent entrer en jeu. La cohésion, disons même l'intégration, ne se fait plus par la similitude, c'est-à-dire par l'homogénéité, mais par la différenciation, autrement dit par l'hétérogénéité. La diversité et la réversibilité sont constitutives de la société moderne, qui se caractérise par la variété et le caractère composite des rôles. L'inconstance des statuts, devenus discutables et réversibles, et la fluidité des normes, toujours relatives. La société n'est pas constituée de groupes bien ordonnés, auxquels les individus appartiennent de façon permanente, mais de concitoyens qui, selon leur position sociale et leur histoire personnelle, tentent de choisir eux-mêmes, mais parfois se voient obligés d'accepter, le rôle qu'ils vont jouer. Ce rôle, ils le savent, reste au moins en principe transitoire, et ils se savent libres de s'identifier ou non à ce rôle provisoire. Dans une société moderne, contrairement à une société traditionnelle, les rôles et les statuts ne doivent pas être attribués d'avance du fait de l'appartenance à un groupe. Et l'identification individuelle et collective ne se fait pas tant par référence à la tradition et au passé, mais par référence à l'avenir et au possible, au pluriel, au possible, au pluriel. La société moderne s'intéresse moins aux traditions collectives qu'aux aspirations individuelles. Les traditions persistent, mais c'est au niveau des groupes restreints qu'elles sont entretenues, et elles sont de plus en plus proposées et de moins en moins imposées. Aucun groupe n'a le monopole de la tradition. Aucune tradition locale ne peut, en principe, être imposée à la collectivité nationale. Et en principe aussi, aucun groupe ne peut imposer à un individu des traditions qu'il ne souhaite pas maintenir. Si des individus ou des groupes se retrouvent confrontés à des usages et traditions qui ne leur plaisent pas, ces individus ou ces groupes doivent avoir la possibilité de les refuser. Dans une société qui valorise les questions plus que les réponses et qui penche plus pour les possibilités de changement que pour l'ordre établi, on attend que chaque individu et de chaque groupe qu'ils entretiennent une relation critique vis-à-vis tant de l'ordre établi que des manières de faire. C'est à eux d'envisager l'avenir, à partir bien évidemment des traditions et des habitudes, mais sans se laisser entraver par elles. La modernité comporte l'incertitude et le changement. L'avenir est ouvert, et les attitudes, aussi bien vis-à-vis du passé que de l'avenir, sont diverses, divergentes et innombrables. Le lien social dans une société moderne s'inscrit précisément en travers de toutes ces différentes conceptions et aspirations. De là, une nouvelle ouverture sociale, irréversible, et des recommandations morales peu précises. Autrement dit, la communauté exerce une pression minimale sur la morale individuelle. La tolérance est maximale, la communauté ne s'intéresse pas aux détails des façons de penser et des façons de faire. Le seul point de référence commun, c'est l'acceptation des références plurielles, aussi longtemps qu'elles ne se matérialisent pas en un comportement portant atteinte à la liberté d'autrui. Aucune morale définitive et éternelle ne peut être déduite du principe démocratique fondamental. Permettez-moi de résumer en une phrase ce que je viens de dire. La démocratie minimise la morale et maximise la tolérance. Certains diraient que la seule chose qui ne doit pas être tolérée dans une démocratie, c'est l'intolérance. Seulement, même en démocratie, il y a une limite à la tolérance. Et c'est cette limite même, ou plus exactement, le principe qui dessine et régit cette limite, que le travail d'intégration doit mettre en évidence. Le principe qui détermine et gouverne la limite de ce qui peut être toléré, c'est le principe démocratique lui-même. Le principe qui dit que chacun doit pouvoir vivre en paix avec autrui et le considérer comme son égal. Le principe démocratique est donc un principe d'intégration, puisque chacun doit assimiler autrui à soi-même, c'est-à-dire le considérer comme étant semblable, par-delà les différences, reconnaître qu'il a les mêmes droits. Le principe démocratique
est un principe d'intégration, car lorsqu'une communauté se constitue en démocratie, chacun doit concevoir chacun comme citoyen. Personne n'est plus citoyen qu'un autre. Personne n'est plus égal qu'un autre, comme aurait fait remarquer George Orwell. Être citoyen, c'est reconnaître les droits individuels universels, c'est reconnaître qu'il n'y a de droits universels qu'individuels, c'est comprendre qu'on ne peut défendre la part de l'universel qu'en refusant qu'elle soit monopolisée par qui que ce soit un groupe ou une personne. La tâche essentielle de la société démocratique sera donc d'intégrer tous ses membres en leur faisant participer au processus d'entretien et de révision des institutions démocratiques, ce qui inclut le développement des valeurs et des procédés, bien entendu, mais toujours dans la perspective démocratique. La tâche essentielle de la société démocratique, c'est de s'assurer que chacun participe au maintien du lien social démocratique et exerce ses droits et ses devoirs de citoyen. Et cela aussi bien dans l'intérêt du citoyen que de la société qui se nourrit de la participation critique de ses membres afin de s'adapter aux nouvelles situations historiques et sociales. Chaque citoyen, cela inclut aussi ceux qui souhaitent œuvrer au maintien de la tradition, ceux qui préféreraient que ce soit leur religion qui soit le fondement des institutions politiques et leur dogme hérité qui soit la référence obligée de tout un système de valeurs et de procédés indiscutables qu'il ne convient, selon eux seulement, de maintenir en bloc. L'intégration politique de tous les différents types de citoyens doit se faire indépendamment des intérêts particuliers, historiques, religieux ou sociaux. Cela ne veut pas dire que ce soit toujours le cas, mais que ce doit toujours être le but primordial. Il y a, dans ce souci du dépassement des intérêts particuliers, un double aspect sur lequel il convient de s'arrêter. Le premier concerne l'oppression. Le second, la tradition. Qu'advient-il en effet de l'oppression et de la tradition dans une société démocratique ? L'oppression reste un problème au sein d'une société démocratique, mais le problème est précisément perçu comme étant un problème, et même comme problème prioritaire. Un peu plus tard, lorsque je parlerai des processus de socialisation, je tenterai d'expliquer pourquoi on ne peut tenir le principe démocratique pour responsable du fait que l'oppression persiste dans une société démocratique. Pour l'instant, j'aimerais tenter d'expliquer pourquoi la tradition perdure au sein de la modernité et montrer qu'il y a en fait deux façons fondamentalement différentes d'appréhender le problème de l'intégration selon précisément que l'on se laisse inspirer par la tradition ou par la modernité. Et puis j'aimerais souligner le fait qu'il y a quand même une raison historique et philosophique bien précise au fait que nous ayons hérité d'une société au sein de laquelle le principe démocratique s'évertue de contenir, c'est-à-dire de maîtriser et d'enrayer la tradition. J'aimerais préciser que cette raison historique et philosophique est justement liée à l'adaptation des processus d'intégration à une situation historique nouvelle. Le principe démocratique tient pour beaucoup au fait que les populations modernes ont dû trouver une façon d'assurer la paix civile alors qu'elles étaient confrontées aux massacres perpétrés pour cause de religion. Il me semble fondamental, alors qu'il s'agit encore aujourd'hui dans une période dite de globalisation, d'assurer l'intégration de personnes aux différentes croyances, traditions et cultures, de se souvenir que le principe démocratique est une solution historique qui a été apportée, ou disons plus exactement, instituée, pour assurer l'intégration au sein d'une société devant s'accommoder de la lutte en son sein de plusieurs dogmes religieux. À propos du maintien de la tradition au sein de la modernité et de deux différentes façons de concevoir la confrontation avec les conceptions traditionnelles dans une société démocratique, j'aimerais dire que, à l'évidence, la tradition perdure au sein de la modernité et ses adeptes continuent de lutter pour son maintien ou son rétablissement en position hégémonique. Cependant, la tradition n'est maintenant qu'une conception parmi d'autres. Et elle se présente sous différentes formes, rentrant en concurrence comme mode d'explication et d'organisation. La tradition a donc perdu sa position dominante. Même en tant que tradition, elle se présente toujours sous une multitude de variantes qui entrent en concurrence. Aussi peut-on remarquer que, à la suite des développements historiques, nous sommes parvenus à une situation telle qu'il est impossible, aussi bien à une tradition particulière qu'à la tradition en général, de prétendre à la légitimité. Ceci dit, toutes les sociétés, tant modernes que traditionnelles,
connaissent une certaine continuité. Et le pluralisme influe toujours sur les logiques sociales. Les deux choses sont vraies aussi bien pour les sociétés qui valorisent le changement que pour les sociétés qui valorisent l'homogénéité. Ce n'est jamais tout qui change. Et ce n'est jamais n'importe quelle diversité qui est acceptée. Dans une société, même si le changement est toujours à l'œuvre, il l'est plus ou moins. Tout ne change pas à la même vitesse. L'inertie et le changement peuvent affecter certains secteurs de la société plus que d'autres. Tout ce qui semble nouveau l'est pas forcément, et ce qui l'est vraiment n'est pas forcément choisi ou maintenu. Une progression peut être suivie d'une régression. Dans une société démocratique, tous les citoyens qui valorisent les valeurs et les procédures traditionnelles, ayant les mêmes droits que tout autre, peuvent continuer à entretenir leur conception. On peut donc entrevoir deux façons différentes d'accueillir au sein d'une société démocratique des personnes ayant un bagage traditionnel. La façon proprement démocratique et la façon visant à conforter non pas les traditions des nouveaux arrivants, mais la tradition en général. La première manière est inspirée des restes de la tradition. Elle consiste à renvoyer à sa propre façon de concevoir la tradition en la présentant comme étant la seule acceptable en ce lieu. On défend sa porte, on refuse l'importation d'une autre manière d'être, non pas pour ce qu'elle est, non pas parce qu'elle est nouvelle, non pas parce qu'elle est dépassée, mais parce qu'elle est incongrue. Autrement dit, parce qu'elle est contraire à ce que l'on pense être la bienséance et les usages en ce lieu où il se trouve que l'on n'est pas soi-même en situation d'immigration. On se présente comme étant chez soi. À l'autre donc de se plier aux usages de la maison dans laquelle il rentre. On fait comme si la société était une maison familiale, en quelque sorte. On ignore le fait que chacun dans sa maison ne fait pas exactement ce que ses voisins font, ni même ce qu'il prétend faire. On ne réalise pas que personne ne peut prétendre savoir d'expérience ce qu'est la bienséance et ce que sont les bons usages pour tous. On n'a pas compris que c'est justement parce que la société n'est pas une maison et qu'il faut bien trouver un accord entre voisins qui ne sont pas forcément d'accord, n'ont pas forcément les mêmes usages, les mêmes croyances, que l'on a élaboré des lois. Et que des lois, ce n'est pas la même chose que des us et coutumes, que des lois ne concernent pas forcément le détail des us et coutumes, mais bien plutôt touchent à cette zone où les us et coutumes de chacun pourraient nuire à la paix civile.